Bonjour Agnès, Bonjour. je suis très contente de te retrouver. Je suis très heureuse de t'avoir ici à côté de nous euh, pour parler avec le lecteur roumain. En fait, c'est la première rencontre que les lecteurs peuvent voir après 3 ans, parce qu'en Oui, 2017, oui. tu es venu à Bucarest. Quelle merveille de voyage! Ah, Euh, quel souvenir extraordinaire. j'ai pensé tout le temps à refaire cette aventure. Donc, dès que Ouais. la pandémie sera terminée, Oui, je reviens. très contente que tu aies encore envie. Ça signifie que tu nous aimes, toi aussi. Oui, oh oui, oui. Puis je vois quand même tellement souvent des photos de mes romans en roumain sur les réseaux sociaux. Enfin, à chaque fois, et je reçois des messages de mes lecteurs et de mes lectrices roumains et roumaines. Ah oui, alors là, vite, que je puisse revenir vous voir en vrai et vous toucher. Alors oui, tu as raison. Tu es très présente en Roumanie à travers tes livres et à travers le souvenir que tu as laissé de notre rencontre il y a 3 ans. Maintenant, aujourd'hui, en fait, ce qu'on fait, on va présenter à nos lecteurs ton dernier roman, Une résilience, qui est paru en France et qui vient de paraître dans la traduction roumaine. Donc, Nos résiliences, je dis aussi le titre en roman, Găsește puterea să mergi mai departe. Trouve la force d'avancer. Alors, Agnès Martin-Lugand, c'est une des auteurs les plus aimées en Roumanie. Il y a des milliers de lecteurs qui sont toujours fidèles à tous tes livres, surtout le premier, Les gens heureux lisent et boivent du café, c'est toujours en tête des listes de ventes. Depuis, on a publié Nos résiliences, donc ce roman maintenant, c'est le 8e. Ouais. Les gens heureux lisent et boivent du café. La vie est facile, ne t'inquiète pas. Entre mes mains, le bonheur se faufile. Désolée, je suis attendue. J'ai toujours cette musique dans la tête, une évidence à la lumière du petit matin. Et maintenant, Nos résiliences. Alors, oui, je suis très contente d'ouvrir cet événement. Maintenant, enfin, je pense que tu es tellement connu qu'insister sur l'histoire, c'est toujours un plaisir et je le fais quand même si je suis convaincue que plein de gens te connaissent. L'histoire Agnès Martin-Lugand a commencé lorsqu'elle a écrit son premier roman. Les gens relisent et boivent du café. Elle a auto-publié sur la plateforme Amazon, ce qui a donné tout de suite une réaction des amis, des connaissances et des gens qui ne la connaissaient pas, mais qui effectivement ont aimé ce qu'elle avait écrit. Une maison d'édition française, Michel Lafon, lui a proposé la publication, un livre dans les librairies. Et ça, c'était le début d'une histoire de succès époustouflante qui a à la base le fait que tes romans sont vraiment extraordinaires et ils garantissent une lecture pleine de saveur. Alors, je voulais te demander, à propos de ce succès, le fait que tu es déjà lu par plus de 3 millions de lecteurs et publié dans tous les pays du monde, qu'est-ce que ce succès a signifié pour toi? Comment est-ce qu'il t'a transformé? Quelle est la chose? Enfin, bien sûr que le succès t'apporte plusieurs choses, mais quel était l'essentiel pour toi? C'est difficile comme question. L'essentiel, je dirais que c'est depuis le début finalement où ça a quand même très vite démarré et fort. Ben, en fait, j'ai la possibilité et l'immense chance de pouvoir faire ce que j'aime et d'avoir cette chance que tous les ans, les lecteurs soient au rendez-vous et soutiennent mes romans et portent mes personnages. Donc, je peux continuer à écrire, je peux continuer à me laisser porter par de nouvelles histoires tous les ans. Après, moi, dans mon quotidien, je n'ai pas voulu que ça me change. J'ai voulu, ma vie, elle est là d'une certaine... Non, voilà, je fais un métier passion, ce qui n'est pas donné à tout le monde, mais évidemment, mais, euh, mais après, moi, je me dis que le succès, il peut être éphémère. Donc, j'en profite chaque jour, chaque année, en me disant peut-être que l'année d'après, les lecteurs, la rencontre ne va pas s'opérer forcément, ou peut-être que moi, la magie de l'écriture va disparaître. Moi, c'est quand même
plus grande crainte. Avant même de penser à une rencontre ratée avec les lecteurs, ma plus grande crainte, elle est vraiment personnelle et presque égoïste, c'est de me dire, est-ce que je vais toujours rencontrer mes personnages? Est-ce que la magie va opérer tous les ans quand je vais me mettre devant mon écran, les mains sur le clavier et que je vais partir et que je vais rentrer dans l'esprit de mon nouveau personnage? C'est ça, en fait. C'est un bonheur permanent, le succès autour de mes romans, et en même temps, c'est toujours cette angoisse de me dire mais est-ce que cette écriture ne va pas disparaître? Donc, pour le moment, elle est de plus en plus attirante, ne s'en soucie pas. Tu es ici avec nous et on t'aime pour tout ce que tu écris. Alors, Nos Résiliences, c'est l'histoire de Ava et de Xavier, Ava la galériste et Xavier qui est vétérinaire. Maintenant, le truc, c'est que je ne vais pas déconspirer l'histoire de ton roman. Le plaisir doit appartenir au lecteur. Ça, c'est la chose la plus difficile. Maintenant, notre tâche, c'est de discuter de ce livre, de délivrer le moins possible du sujet, mais en même temps, le plus possible de l'enjeu, ce qui fait l'attraction du livre. Comment est-ce que cette histoire est venue vers toi? Dis-nous un petit peu d'elle sans entrer. Alors, je vais dire des petites choses, mais pas trop. En fait, l'histoire d'Ava et de Xavier, elle est venue parce que j'avais envie de parler de ce que vit le conjoint ou la conjointe d'un autre qui a un accident, un problème de santé, et qu'est-ce que ça implique finalement? Parce qu'on parle souvent du malade ou de la victime d'un accident, mais on parle peu du conjoint, des conséquences que ça a aussi de porter la famille, de porter les enfants, d'essayer de porter son couple et toutes ces remises en question. Donc, en fait, le roman, il est né de ça, de cette envie de se mettre dans la peau de l'autre, en fait, et comment cet autre traverse, en fait, l'effondrement de son conjoint, de sa conjointe, après un accident ou la maladie. Mhm. Oui, donc comme je disais, Ava est galériste, Xavier, c'est son mari, il s'aime beaucoup, il est médecin vétérinaire, rien ne peut les séparer. Malheureusement, à un moment donné, il a un accident et cet accident aura des conséquences qu'on va suivre à travers le roman. On est avec eux dans tout ce drame qui bouleverse pratiquement leur vie. Oui, j'ai beaucoup admiré, enfin, le spécifique de ce roman, le fait que tu es à côté, enfin, pratiquement ce que tu dis, c'est faire attention pas seulement à la victime, mais aux compagnons de la victime. Est-ce que c'est un petit peu le psychologue de toi qui parle maintenant, parce que tout en travaillant avec enfin, tu as travaillé professionnellement avec des enfants, mais c'est aussi se mettre à côté de celui qui est d'habitude négligé. Oui, enfin, moi vraiment, j'avais envie de me glisser dans la peau d'Ava et pour ressentir ce elle ressent. Enfin, qu'est-ce que ça génère chez elle de voir l'effondrement de son mari qu'elle aime tant et de ne plus le reconnaître, en fait. Euh, et du coup, la question, c'était pas de m'interroger effectivement sur la souffrance de Xavier, sa souffrance psychique ou sa souffrance physique, mais c'était vraiment la souffrance d'Ava de se dire, elle doit tout prendre en charge. Leurs enfants, elle a son travail, elle s'inquiète pour le travail de Xavier, elle cherche à le soutenir, à être au maximum présente à ses côtés. Et qu'est-ce que elle, ça fait? Qu'est-ce que ça bouleverse en elle, dans ses sentiments, dans sa vie de tous les jours, et la fatigue que ça génère aussi chez elle. Et j'avais vraiment envie de me mettre dans ce regard-là et dans cette position-là pour comprendre aussi, parce que finalement, est-ce qu'on demande souvent à la personne qui est dans la position d'Ava, et toi, comment tu vas? Parce qu'en fait, on pose toujours la question à celui qui est dans le lit d'hôpital, c'est normal, c'est logique,
mais elle, en fait, comment elle va, comment elle traverse tout ça. Et c'était vraiment ce point de vue-là qui m'intéressait, me glisser dans son intériorité, euh, dans ses souffrances pour les comprendre et voir quels sont les changements, en fait, qui vont fatalement intervenir en elle. Oui, parce qu'en fait, l'histoire de l'amour, parce qu'il y a une histoire, une forte histoire d'amour plusieurs Ouais. dans ton livre. Donc, ce n'est pas seulement il ne s'agit pas seulement de souffrance, il s'agit aussi de transformation. Oui, moi, l'histoire enfin, c'est vraiment tout le roman, en fait, on arrive à la conclusion du roman, c'est là, en fait, que le titre en français prend tout son sens. Sur la résilience, la capacité de rebondir après un drame, de repartir dans la vie après un drame. Et finalement, moi, c'était tout leur parcours, tout son parcours à elle et leur parcours à beaucoup de personnages, finalement, pour en arriver là. Euh, C'était vraiment ça, en fait. Donc, il y a Ava, il y a Xavier, il y a d'autres personnages, il y a les transformations et les bouleversements dans leur couple et dans d'autres aussi. Et c'est vraiment un cheminement individuel et collectif dans ce roman-là. Il n'y a pas qu'une personne qui est en jeu, il y en a plusieurs et il y a plusieurs couples aussi qui sont en jeu. Justement, je voulais qu'on parle un petit peu du titre et Ouais. que le choix, enfin, qu'on parle du titre que tu as choisi et puis que je parle du titre que nous avons choisi. Donc, ce n'est pas résilience, en plus, c'est non résilience. Donc, c'est un titre très complexe et d'habitude, tous les titres sont très, 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 très forts. D'ailleurs, je pense que la première accroche, Agnès Martin-Lugan, c'était le titre qu'elle a donné à son premier roman. Toujours, les titres disent ouvrent un monde et sont très, très, très attractifs. Donc, pourquoi non résilience et, Alors le pluriel, en fait, il a été, c'est ce que je disais un petit peu juste avant, c'est qu'il n'y a pas, il n'est pas question d'une seule résilience, de la résilience d'une seule personne. C'est qu'il y a la résilience d'Ava, il y a la résilience de Xavier, il y a la résilience de deux autres personnages et il y a la résilience de deux couples aussi. Donc il y a eu ce pluriel qui s'est imposé parce que ça aurait été ça aurait été mensonger d'utiliser le singulier, en fait, que je l'appelle juste ma résilience. Mais non, en fait, il n'y a pas que la résilience d'Ava, il y en a plusieurs et ce sont toutes ces résiliences, finalement, qui se mêlent les unes aux autres. Et Ava ne va pas arriver jusqu'à ce point-là seule. Et Xavier ne va pas y arriver non plus seul. Donc c'est pour ça que le pluriel, en fait, il s'est imposé d'une manière forte. Et en même temps, le terme de résilience en France est rarement utilisé au pluriel. Et moi, je trouve que c'est intéressant de l'utiliser au pluriel. oui, en fait, dans la langue roumaine, à part euh, le langage psychologique scientifique où il est pleinement utilisé, résilience n'était pas un mot, je ne sais pas, sur la bouche des gens dans la langue parlée. C'est la raison pour laquelle je t'ai sollicité ce changement qui était tellement difficile parce que c'était, enfin, notre problème comme éditeur, c'était comment donner un autre titre sans trahir Oui, l'intention de l'auteur. Et enfin, c'est difficile de le faire en changeant quelque chose dans le titre. Et ce choix trouve la force d'avancer enfin, qui joue sur un autre jeu d'idées, en fait. Ça joue sur un double sens, passe à autre chose, parce que aller avancer, ça signifie passer à autre chose, mais en même temps, continuer, donc dépasser, mais oui, aussi intégrer. oui. Euh, En fait, pour moi, ça se rejoint effectivement avec la résilience. C'est apprendre à vivre avec ce traumatisme pour aller de l'avant et redémarrer quelque chose de nouveau, mais sans oublier, sans oublier ce qui s'est passé. Et c'est fondamentalement le, la problématique d'Ava et de Xavier. C'est-à-dire que Xavier, lui, reste tout un temps accroché à son traumatisme. Il est incapable de le dépasser. Et Ava, elle veut l'oublier, avancer.
en fait. Donc, c'est comment ils vont réussir à mêler les deux, accepter ce qui s'est passé pour mieux rebondir et mieux essayer de se reconstruire ensemble. Donc, le sens, il est là dans le titre roumain et il rejoint le titre français. Donc. Alors, le livre est toujours un peu partagé, l'histoire donne toujours plusieurs pistes de lecture parce que je signale une chose que je l'ai signalé dès le début et je pense qu'on le retrouve dans les autres romans que tu as écrits. Tu ne tiens pas absolument que les deux personnages, les deux qui font partie d'un couple et qui s'aiment d'une manière très forte, tu ne tiens pas absolument de le faire semblable. D'habitude, ils ont des métiers différents. D'habitude, il apporte quelque chose d'extrêmement différent dans le couple et c'est comme ça que le miracle de l'amour euh, réunit la différence. Ouais. Une chose sur laquelle je vais insister, c'est le thème de l'accident. Comment être soi-même après avoir été éclaté en morceaux, physiquement ou psychiquement, n'importe quoi. Parce que finalement, c'est ce que le roman nous dit, on est la somme des événements qui nous arrivent, mais on est encore quelque chose de plus. Et c'est ce quelque chose de plus qui est déclenché par le thème de l'accident. Et l'accident aussi, c'est un thème qui intervient dans plusieurs de tes romans. Pourquoi cette violence combinée finalement avec la douceur? Est-ce que tu penses que la tragédie est un bon point de départ pour un roman? J'ai toujours du mal à imaginer un roman sans conflit ou sans rupture finalement. Il y a besoin Mais c'est comme dans la vraie vie, tout va bien, mais de temps en temps on a besoin d'être bousculé. Alors parfois on ne cherche pas évidemment à se faire bousculer, mais il faut des fois des événements un peu violents pour avoir mal et pour aller au-delà et pour finalement apprendre à mieux se connaître. Et c'est vrai que avec Xavier, ils vont bien. Enfin, c'est un couple comme il y en a des milliers qui ont leurs soucis, ils ont chacun leur personnalité, mais ils s'aiment très fort et sans trop se poser de questions, mais en même temps, ils peuvent traverser des moments où ils sont un peu plus distants l'un de l'autre. Mais il faut qu'il y ait quelque chose aussi qui les bouscule et j'avais envie de les bousculer, de leur montrer aussi que il faut apprendre à grandir, il faut apprendre à évoluer. Enfin, c'était aussi tout ça. Et c'est vrai que j'avais envie. Enfin, Ava, elle se repose sur son Xavier, quoi. Enfin, Xavier, il mène sa vie, elle a la sienne, etc. Et Xavier n'est plus là, Xavier est effondré, son Xavier fort n'est plus fort. Elle ne le reconnaît pas et qu'est-ce que ça génère chez elle? Et c'est l'accident, la brutalité de l'événement. Ça détruit tout. Et en même temps, quand on est détruit, ça peut aussi nous permettre de réfléchir et d'avancer derrière. Et moi, ce cheminement, ça m'intéresse toujours, en fait. C'est à travers les épreuves, on apprend à se connaître. Parfois, on a envie, du coup, de changer radicalement ce qu'on avait construit. Mais Ava, elle sait ce qu'elle aime dans sa vie. Et Xavier aussi, hein, il sait ce qu'il aime dans sa vie d'avant. N'empêche qu'il y a quelque chose qui fait rupture. Et il va falloir qu'ils se réapproprient leur vie d'avant pour la transformer en quelque chose de nouveau. Alors, la grande force de ce livre, c'est la difficulté de trancher comme lecteur dans l'affinité qu'on développe par rapport aux personnages. C'est-à-dire, on aime tous les personnages, mais quoi qu'il soit, on est décidé bientôt de rester toujours à côté d'Ava. Est-ce que toi, comme écrivain, tu es tenté de juger de temps en temps tes personnages? Non, je ne peux pas en fait. En fait, ce que je veux, c'est, en fait, je ne veux justement jamais porter de jugement sur une histoire. Je veux présenter une histoire telle qu'elle est et je laisse le lecteur se faire son propre jugement. En fait, moi, j'aime pas les jugements à l'emporte-pièce ou sans savoir le pourquoi du comment on dit c'est bien, c'est pas bien. Donc déjà, voilà, moi je veux amener le lecteur, une fois qu'il a terminé, à se dire peut-être, finalement, si j'avais été à sa place, est-ce que j'aurais pas fait comme elle? Non, moi j'aurais pas fait comme elle, mais je peux comprendre pourquoi elle a réagi de telle ou telle façon. Ensuite,
le personnage d'Ava, puisque j'écris toujours à la première personne, je peux pas la juger parce que je suis intégralement dans sa peau. Il y a toujours, et dès mon premier roman, et je dirais que c'est quelque chose qui devient de plus en plus important au fur et à mesure que j'écris, j'ai une fusion totale avec mon personnage principal. Enfin, c'est vraiment, au bout d'un moment, c'est plus moi qui pense, hein, c'est vraiment elle. C'est comme, je sais, hein, je peux paraître un peu schizophrénique quand je raconte tout ça, mais quand j'écris, finalement, c'est elle qui me dicte à l'oreille son histoire, ce qu'elle ressent. C'est plus moi, c'est pas Agnès qui raconte l'histoire d'Ava, non, c'est Ava qui raconte son histoire à Agnès qui doit l'écrire. C'est il y a vraiment une forme de ben moi je m'oublie, je disparais en fait derrière mon personnage principal. Donc c'est pas je n'aurais pas forcément eu les mêmes réactions qu'elle. Euh, c'est vraiment il n'y a plus de différence. Je deviens elle pour raconter son histoire en fait. Donc je ne peux pas la juger parce que j'ai vécu en permanence avec elle pendant presque un an. Euh, et de la même manière, elle est amoureuse de Xavier. Ben, dans son regard, je suis amoureuse de Xavier. Et il y a d'autres moments où je ne le supporte plus. Euh, et pareil avec tous les personnages secondaires, en fait. Alors, à propos de toutes ces relations passionnantes avec ses propres personnages, je voulais te poser une autre question. Tu le dis souvent, d'ailleurs tu l'as dit maintenant d'une autre manière, tu le dis toujours, je suis dans la tête de mon personnage, je vois ce qu'il voit, je sens ce qu'il sent. Ça m'a fait penser à un roman que nous venons de publier d'ailleurs de Guillaume Musso qui s'appelle La vie est un roman. C'est un roman qui joue sur cette relation auteur-personnage parce qu'à un moment donné, l'auteur, en écrivant, écrit un livre, mais le personnage ne l'écoute pas, ne veut pas écouter ce que l'auteur veut faire de lui. Alors, c'est un peu l'auteur qui se trouve forcé d'écouter le personnage. Donc, tu as eu de temps en temps cette sensation que Tout le c'est temps. le personnage qui fait l'histoire et qu'il t'emporte, qu'il te... Oui. Oui, enfin, c'est quelque chose qui m'arrive. À chaque roman, je me fais surprendre. Et je vois bien que quand je veux lutter contre ce que le personnage me dit, ou que je ne suis pas satisfaite de la réaction d'un personnage secondaire qui me surprend, mais ce que j'écris, ça ne va pas en fait. En fait, dans ma manière d'écrire, je ne suis pas du tout un auteur qui est le marionnettiste tout-puissant autour de ces personnages et qui décide de tout, en fait, à part on va dire, le départ, le lancement, l'idée, moi, vers quoi je vais quand il y a une histoire qui mûrit dans ma tête, il y a un moment, je ne maîtrise plus. C'est pas moi. Oui, je me fais embarquer dans une scène, je me fais embarquer dans des réactions qui n'étaient pas prévues, je me fais saisir par l'émotion de mon personnage principal, et il y a des choses qui se passent. Mais c'était absolument pas anticipé en fait. Même ça peut être tout le contraire de ce qui était prévu. Euh, et ça m'arrive, oui, à chaque roman. À chaque roman, ça m'arrive. Mais est-ce que tu entres seulement dans la peau de ton protagoniste ou aussi des autres personnages? Et je te dis pourquoi je te pose cette question. Je pense, par exemple, dans les gens lisent et boivent du café, il y a un personnage assez capricieux, Edward. Avant de l'aimer, on le déteste un petit peu parce qu'il est une sorte de prototype de Mr. Darcy, de Pride and Prejudice. Il n'est pas du tout sympa. Ou, un autre exemple, j'ai toujours cette musique dans la tête, dans ma tête. Il y a un personnage un peu méphistophélique, Ouais. méchant, c'est triste. Donc, bien sûr que la tendance est de ne pas aimer ou de ne pas aimer tout de suite ces personnages. Ils sont des personnages, surtout le deuxième, surtout Tristan. Dans le cas des personnages négatifs surtout, est-ce que tu n'as jamais ressenti le risque de te perdre un petit peu là-dedans Non, alors avec les personnages secondaires, c'est différent parce que c'est vrai, je les vois avec le regard du personnage principal. Donc, je peux me faire piéger comme le personnage principal.
comme avec, par exemple, avec le cas de Tristan, en même temps, c'est effectivement, Tristan, il a exercé une forme de fascination chez moi, mais comme il l'exerce sur Vera et sur Yanis. Mais j'avais en fait la naissance des personnages secondaires, c'est toujours j'ai envie de me frotter en fait à des personnalités que je ne côtoie pas dans ma vie, que je ne connais pas, parce que je sais que d'une certaine manière ça va m'enrichir en fait de me confronter à ça et de voir en fait comment essayer de comprendre pourquoi ces personnages réagissent de telle ou telle manière. Mais moi ce que j'adore c'est justement quand je suis dans la tête de mon personnage principal et que un personnage secondaire me surprend mais totalement. Ou, si je peux donner un exemple aussi, avec euh, euh, une évidence c'est particulier parce que c'est le premier roman que j'ai écrit où je ne connaissais pas la fin de l'histoire pendant les 3/4 de l'écriture. Donc c'était une sensation assez particulière, donc je me laissais complètement porter par l'histoire. Et en fait, c'est le personnage de Pacôme qui m'a donné la fin. Paco m'écrit une lettre, et c'était pas moi qui écrivais la lettre, hein, c'était Pacôme qui me la dictait, et j'avais l'impression d'entretenir une conversation avec Pacôme où il me parlait de certaines choses, et je lui disais mais arrête de parler de ça, il en est hors de question, ça ne peut pas se terminer comme ça, et si en fait ça devait se terminer comme ça, c'est le personnage secondaire qui m'a donné la clé de l'histoire, qui a levé toutes les zones d'ombre que j'avais pas réussi à régler en étant uniquement dans la tête de Reine. Et c'est Pacôme qui me l'a donné. Donc se faire surprendre par les personnages secondaires, mais c'est extraordinaire, c'est déroutant. C'est bouleversant parfois. Enfin, cette lettre de Pacôme, je ne sais pas si un jour je m'en remettrai, tellement j'ai pleuré en l'écrivant et après l'avoir écrite. Mais c'est des moments, enfin pour moi en tant qu'auteur, à chaque fois que je redémarre un roman, je me dis pourvu que je revive un moment comme ça, parce que enfin moi ça me fait décoller, hein. Ouais, c'est vraiment extraordinaire. Comment est-ce que tu fais pour remonter de tes romans? Comment tu fais pour t'en sortir de la peau des personnages? Et maintenant, je m'explique aussi. Je me rappelle que la dernière fois, quand on s'est vu, on venait de lancer ensemble Désolée, je suis attendue. Et tu m'avais raconté quelle était ta relation avec le personnage principal. Tu me disais, j'avais tout l'été, tout le temps, Yael dans ma tête. Donc, je parlais avec elle. Je sortais dans la cour et toujours, je parlais avec la tête de Yael qui avait des conversations avec les autres. Donc, ça me restait tellement fort imprimé dans ma tête, l'idée que toi, tu parles les idées, les pensées et les sentiments des personnages. Et c'est justement dans ce contexte que je te pose la question, comment tu sors d'un roman après l'avoir écrit et est-ce que si pour toi, l'écriture est une sorte de délivrance? Alors, comment j'arrive à... Enfin, c'est le temps finalement qui fait son œuvre pour que j'arrive à m'en séparer complètement. Quand je termine un roman, enfin, on va dire que la grande séparation, c'est pas la dernière, c'est quand le livre part chez l'imprimeur. Là, je sais que je ne repasserai plus de moments finalement en tête à tête avec eux, même si voilà, j'ai travaillé avec mon éditrice mais quand je travaille le texte avec mon éditrice, il y a encore ce tête à tête entre mes personnages et moi. Mais il y a un moment où c'est terminé, je vais même plus pouvoir changer une virgule de place. Donc si je ne peux même pas changer une virgule de place, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Et puis après, il y a le temps d'impression jusqu'au moment où le roman sort et va aller à la rencontre des lecteurs. Donc là, je suis quand même assez triste. Il y a une forme de petite dépression quand même, en me disant, mais je ne retrouverai jamais de personnage pareil, ça ne redémarrera pas, ils sont irremplaçables. Et puis, le lecteur, après, le roman est entre les mains des lecteurs et les personnages sont embarqués dans la vie des lecteurs. Et là, je vois que mes personnages, ils vivent en fait. Et c'est la plus belle vie qu'ils peuvent vivre. C'est auprès des lecteurs. Moi, à ce moment-là, je suis capable de m'estimer heureuse. J'ai eu un tête-à-tête d'un an avec eux.
Donc, donc maintenant, ils doivent vivre leur vie auprès des lecteurs. Et puis, ce qui s'enchaîne rapidement après, c'est que je suis en manque d'écriture. Je suis en manque de nouvelles rencontres avec des personnages, d'une nouvelle histoire. Donc, mine de rien, mes personnages laissent tranquillement leur place pour que de nouveaux puissent arriver. C'est une mécanique en fait qui s'est mise en place chez moi assez naturellement et qui, pour le moment, continue à fonctionner. Donc, j'espère que ça va continuer encore longtemps. Alors, Ava et Xavier, leur histoire d'amour, et d'autre côté, on a Sacha et Constance. En fait, pour moi, un des thèmes très, 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 très forts de ce roman, c'est le thème de la fidélité. Oui. Parce que, enfin, le thème de la fidélité dans un sens restreint, la fidélité dans l'amour, mais aussi dans un sens plus large, comment se retrouver soi-même intégré après un désintègrement. Oui. Parce que la vie, qu'est-ce que c'est la vie? C'est sortir de soi. Qu'est-ce que c'est la fidélité? C'est retour au soi, soit qu'il s'agisse de soi-même ou du couple ou du groupe. Et pratiquement, l'identité se joue entre ces deux extrêmes qui ne sont toujours pas alignés, ne sont toujours pas en accord. Oui. L'identité de soi-même, c'est entre la vie et la fidélité. C'est un jeu dangereux. Qu'est-ce qu'il nous reste après un événement qui nous transforme? Qu'est-ce que signifie Ava? Qu'elle était devenue après toute l'histoire de ce roman que les lecteurs vont découvrir d'ailleurs? Quel est l'essentiel qui lui reste après cette traversée? En somme, tu me demandes comment va Ava aujourd'hui. Donc, je ne suis pas totalement sortie du livre, comme tu vois, je suis là-dedans. Site. Ava, elle est sortie, elle a mûri. Ava, elle a mûri elle a mûri après cette épreuve, enfin, avec cette épreuve, elle a été surprise par elle-même aussi. Elle pensait pas qu'elle pouvait être capable de certaines choses. Elle ne pensait pas être capable de remettre tant de choses en cause ou en question. Mais en même temps, elle a aimé être surprise par certains événements. Je dirais aussi qu'Ava, elle a vieilli. Mais dans le bon sens du terme, c'est pas que les quelques cheveux blancs qui sont apparus dans ses cheveux, hein, elle est plus grave. Elle est plus grave, mais en même temps, je pense qu'elle est plus à l'écoute d'elle-même. Je crois pas qu'aujourd'hui, Ava se laisserait autant emporter dans un tel marasme, dans une telle souffrance. Je crois qu'elle réagirait plus vite, en fait. Elle s'oublierait un peu moins. Après, Ava reste fragile. Ce qui lui est arrivé, c'est pas anodin. Je dis tout, hein. Tout ce qui lui est arrivé pendant le roman n'est pas anodin. Donc, mais elle a conscience de cette fragilité. Mais du coup, elle va se protéger. Je pense qu'elle en est là aujourd'hui, Ava. Oui, en fait, c'est ça ce que je te demandais. Si maintenant, aujourd'hui, au moment où nous parlons, elle s'était réconciliée avec elle-même, parce que Oui. comme lecteur, je lui aurais pardonné n'importe quel autre choix. Pour moi, l'histoire reste ouverte et c'est ça Oui. la force du roman. Le fait qu'il reste avec toi après l'avoir terminé, il reste à travers les personnages dont tu t'es attaché forcément, mais aussi grâce à toute une vie qui pourrait être vécue d'une manière différente, autrement. Oui, tout peut être envisagé en fait. Enfin, voilà, j'avais aussi envie que ça se termine comme ça parce que, en fait, je dirais que presque la conclusion du roman, c'est, ils ont fait que la première partie du chemin. Il y a encore beaucoup d'étapes à franchir. Ils sont en bonne voie, mais il y a encore beaucoup d'étapes à franchir. Et c'était cette fragilité en fait qui m'intéressait parce que rien n'est gagné en fait. Et je crois que c'est aussi ça
Cava, elle a compris. C'est le sens aussi qu'elle retire de tous ces mois quand même extrêmement violents qu'elle a vécu. C'est, ben oui, il y a encore du travail, c'est fragile, mais on peut y arriver. C'est impossible de te poser une question à propos de la relation entre l'écriture et la musique, parce qu'il y a beaucoup de musique dans tes romans. Quel est le rôle de la musique? Primordial. Ça n'a pas changé en fait. J'écris toujours en musique. Euh, Chaque scène a son morceau qui lui est dédié et intégralement dédié. Euh, et si je n'ai pas le bon morceau quand j'écris une scène, ben j'arrive pas à écrire en fait. Je peux lutter pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Donc je vais chercher dans toutes les playlists que je peux trouver le bon morceau, l'ambiance en fait. Je cherche, c'est très subjectif, hein, mais j'ai besoin d'une ambiance musicale euh, qui va complètement me permettre de m'absorber dans la scène. Et, et, et c'est vrai que quand j'ai le bon morceau, bah, la scène, elle sort, toutes les émotions sont décuplées en moi, enfin, il y a une fluidité et en même temps, oui, je suis complètement dedans grâce à la musique. Et quand je retravaille mon texte, une fois que le roman est terminé, ben, je le retravaille avec la musique. Enfin, je repars. Et si je dois écouter un morceau pendant 4 heures de suite parce que j'ai besoin de travailler une scène pendant 4 heures de suite, je vais l'écouter 4 heures en boucle. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'écriture sans musique. Tu réécris certaines scènes avec la même musique. Tout le temps. Oui. Chaque scène a son morceau. C'est pour ça que les playlists sont aussi longues, en fait, parce que ça, voilà, de page en page, je change de morceau parce que bah, chaque scène est différente en termes d'ambiance, les émotions suscitées sont pas les mêmes, et donc je cherche quelque chose de différent qui se rapproche au maximum de la scène que je suis en train d'écrire. Alors, cette musique, elle se retrouve dans le texte. On le sent, non? Est-ce que j'ai entendu, enfin, en écoutant certaines de tes interventions, est-ce que tu n'as pas écrit pendant le confinement? Est-ce que c'est vrai? Non, je n'ai pas écrit pendant le confinement. Pendant le premier confinement, parce que maintenant on vit un deuxième, donc la question reste ouverte. Non, non, au printemps, j'ai pas écrit. J'ai pas écrit. Alors c'est vrai que, en plus, ce qui se passe, c'est qu'au début du confinement en France, Nos Résiliences devait sortir, en fait, en librairie. Donc la sortie du roman a été repoussée. Donc moi, j'étais encore dans la fin de Nos Résiliences. Il y avait cet au revoir où je confie le roman au lecteur qui n'avait pas lieu. On ne savait pas tellement quand est-ce que ça aurait lieu à ce moment-là. Et puis, très clairement, j'avais pas la tête à ça, en fait. J'arrivais pas à me poser, en fait, pour écrire. Donc, je pensais, je m'ouvrais à d'autres histoires, à d'autres possibilités, des rencontres des rencontres avec de nouveaux personnages, mais j'avais pas la capacité en fait psychique de me poser et d'utiliser ce temps dont on ne savait pas combien de temps il allait durer pour me concentrer sur l'écriture d'un prochain roman. Enfin, je pouvais pas. Et en même temps, sur le moment, moi, j'ai pas du tout eu envie d'écrire sur le confinement. Je le vivais, ça me suffisait. J'avais pas du tout envie de le revivre en l'écrivant. Donc, je me suis accordé du temps de penser. Et puis, en me disant, bah, quand ça sera terminé, quand je me sentirai prête, je me remettrai à l'écriture. Donc, c'est vrai que le temps n'a pas été très productif, en tout cas en termes d'écriture. Mais voilà, moi, c'était une période, il fallait que je la vive, en fait, sans rentrer non plus dans ma bulle d'écriture. Oui. Alors, on attend que la réalité t'inspire et je suis déjà convaincue que tu as des personnages et Oui, je peux le dire. des rythmes, des histoires et d'harmonie. Je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie.
plein de joie de t'avoir à côté de nous. J'invite nos lecteurs de lire nos résiliences, la grande histoire d'amour entre Ava et Xavier, une histoire qui, comme dans la vie, n'est pas toujours très simple. Non. Mais oui, j'espère que nous avons gardé la surprise et nous l'avons laissée intacte pour nos lecteurs. Merci et on t'attend le plus vite possible à Bucarest. Oui, j'espère. Merci beaucoup. Je vais terminer en citant une chose que tu as écrite pour une sorte d'invitation à la lecture. Un seul instant suffit-il à faire basculer une vie? Agnès Martin Lubin, lisez nos résiliences, son dernier roman.